13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, elle a été effective sur toute l'étendue du territoire national, mais dans de conditions difficiles par endroits. Il s'agit de la rentrée scolaire 2019-2020. Le constat, c'est dans un instant. La situation sociopolitique du Bénin préoccupe les têtes couronnées. Ils se sont prononcés à ce propos à Avrancourt ce mardi. Et puis, les résultats des élections législatives anticipées en Israël sont attendus dans quelques heures. Un deuxième scrutin en 5 mois qui révèle déjà le nouvel échec de Benjamin Netanyahou à obtenir une majorité. Merci de votre fidélité. Le ministre Eleonore Yayi Ladékan a procédé ce lundi 16 septembre 2019 à l'ouverture officielle du 7e colloque des sciences, culture et technologies. La cérémonie s'est déroulée à l'université d'Abomey-Calavi en présence de plusieurs personnalités du monde éducatif. C'est un rendez-vous performant. C'est sur les mots d'espoir, les mots d'exhortation, mesdames et messieurs, que je déclare officiellement ouvert les travaux de la 7e édition du colloque des sciences, culture et technologie de l'université d'Abomey-Calavi. C'est par ces propos que le ministre Eleonore Ladékan Yayi de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a déclaré officiellement ouverte la 7e édition du colloque des sciences, culture et technologie. Cette cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce lundi 16 septembre 2019 a connu la présence des autorités académiques et chercheurs venus de plusieurs pays d'Afrique et de la Belgique. La valorisation des résultats de recherche et de l'innovation technologique, un facteur du développement des nations. Tel est le thème de ce colloque. Le ministre, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, est revenu sur la pertinence des enjeux des résultats de la recherche et de l'innovation. Les enjeux de la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique trouvent leur pertinence dans l'existence sur le terrain des laboratoires et dans les structures formelles des innovations et même des inventions qui auraient amélioré le quotidien de nos populations si elles étaient mises en valeur. Et pour accompagner cette initiative, le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement ont mis sur pied l'Agence béninoise pour la valorisation de la recherche et de l'innovation technologique, ABEVRIT, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Selon le professeur Maxime Dacruz, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, l'objectif de cette initiative est de susciter les résultats de recherche académique en général et en particulier ceux qui ont des applications dans la résolution des défis de développement. Échanger les résultats de recherche scientifique entre les chercheurs de tous les domaines et de différentes disciplines. Enfin, contribuer à la vulgarisation des résultats de recherche, des innovations technologiques et des inventions. Cette 7e édition du colloque des sciences, culture et technologies ne se terminera pas qu'aux résultats des chercheurs béninois et étrangers. Elle servira aussi des cadres du creuset touristique. Ce colloque prendra fin le 21 septembre prochain. Vous le savez, les apprenants béninois ont repris le chemin des classes depuis lundi. Même si elle a été effective, la rentrée, bien sûr, dans toutes les localités du Bénin, les conditions de travail laissent à désirer dans quelques écoles. C'est du moins le constat fait par une équipe de notre rédaction au complexe scolaire Zec en main de l'arrondissement de Glodigbé. Suivez plutôt.
Écoliers et enseignants ont repris le chemin de l'école depuis le lundi 16 septembre 2019 au plan national. Ici, au complexe scolaire Zekamin, dans l'arrondissement de Glodibé, commune d'Abomey-Calavi, c'est également effectif. Les apprenants sont en salle, les enseignants disponibles au poste et le travail a déjà commencé. Blaise Gaou, le chef de la région pédagogique numéro 11 de la commune d'Abomey-Calavi, rencontré ici nous confirme l'effectivité de la rentrée dans les écoles qu'il a sillonnées. Le constat est que les cours ont repris effectivement depuis hier. Et actuellement, les enseignants sont en train de faire l'évaluation diagnostique pour voir jauger le niveau des enfants et apporter les remédiations qui s'imposent avant de continuer dans les séquences de classe proprement dites. Il y a pénurie d'enseignants et nous prodiguons des conseils aux directeurs d'école pour qu'ils puissent prendre ces enfants en charge, ces classes sans enseignants en charge, en attendant que l'État ne pourvoie ces classes-là en enseignants. Et c'est justement le manque d'enseignants qui est un des problèmes auxquels est confrontée cette école de Zekamin. Bon, tout le personnel est présent, est vraiment présent parce que nous sommes 3 sur 6 depuis l'année passée. Donc les 3 sont là. Maintenant, les effectifs que nous avons, vraiment l'effectif là est écrasant. Et on est obligé de jumeler les cours, le CICP ensemble, le C1 et C2 ensemble, le CM1 et CM2 ensemble. Puisqu'on n'a pas de maître pour pouvoir séparer les groupes pédagogiques. Et parlant de jumelage, voici ce que ça donne. Un effectif pléthorique pour l'enseignant du CICP groupe B. 5 enfants assis sur une même table. Dans le même temps, d'autres n'ont pas fini les formalités d'inscription. Et certains, ayant fini les dites formalités, sont obligés de s'asseoir à même le sol. Mais le paradoxe, c'est ceci. Un module de 3 classes avec bureau, construit par le conseil communal et entièrement équipé, reste fermé. À cet effet, Casimir Nounagnon, le directeur du groupe B, lance un appel. À leur endroit, si on a un appel à lancer, à leur endroit, c'est que de nous aider, surtout pour le personnel. D'accord ? Et après le personnel, la classe, c'est-à-dire le module qu'ils ont presque fini là, et qui détiennent encore les clés, de laisser les clés à temps, pour qu'on puisse commencer par l'utiliser et permettre aux enfants de travailler dans de très bonnes conditions. Aucun bon rendement n'est possible dans ces conditions, malgré la bonne foi de l'enseignant. La situation socio-politique du Bénin préoccupe les rois du Bénin. Je l'annonçais dans les titres. Ils ont à cet effet fait une déclaration ce mardi 17 septembre 2019 à Avrankou. Une déclaration rendue publique par Sa Majesté Lacheolu Gidim Diegbe, roi d'Avrankou, au nom de ses pairs du Haut Conseil des rois du Bénin. Suivons un extrait de leur message au micro de Samson Oké et de Fiacre Voitan. Depuis avril 2016, notre peuple a élu à la tête de notre pays un homme dont la vision séduit plus d'un. Nous voulons nommer notre cher président, son Excellence, Guillaume Athanase Patrice Talon. Dès lors, il lui est revenu, ou il lui revient tous les jours, de conduire la destinée de notre pays. Ce qu'il essaie de faire tant mieux que mal. Aucune œuvre humaine dans ce monde n'est totalement parfaite. Nous devons tous, hommes et femmes de ce pays, nous donner la main pour le soutenir dans ces nombreuses réformes qui ne visent que le bien-être du peuple. Le système de développement d'une nation rencontre naturellement assez d'obstacles. C'est ainsi qu'il y a environ 3 semaines, nos frontières avec notre voisin Nigeria sont fermées.
créant ainsi un préjudice grave aux opérateurs économiques qu'à l'État, en un mot, à toute l'économie béninoise. Cette situation n'arrange personne. Dans nos investigations, d'aucuns nous informent des mains invisibles de certains de nos compatriotes politiques. Derrière cette manœuvre, si cela était confirmé, nous voudrions leur dire de replier, sans les menacer. Car, ce faisant, ils font plus du mal au peuple qu'aux gouvernants. Le Haut Conseil des rois du Bénin joue et jouera toujours sa partition et demande à l'instant même respectueusement à nos collègues du Nigeria, qui sont aussi très touchés, très affectés par cette situation, leur intervention pour une meilleure sortie des conditions. Actualité en dehors du Bénin, 2 candidats anti-système au second tour de l'élection présidentielle en Tunisie. L'université Caïd affrontera l'homme d'affaires Nabil en face à face, l'inédit qui marque l'échec des partis traditionnels. Reportage. Après plus de 3 heures d'attente, l'instance supérieure des élections, l'ISI, a enfin dévoilé le nom des 2 gagnants de ce premier tour des élections présidentielles. Il s'agit de l'outsider, professeur de droit constitutionnel à la retraite, Raïd Saïd, qui récolte 18,40% des intentions des votes. Et puis en deuxième position, l'homme d'affaires détenu par la justice actuellement en prison, M. Nabil Karoui, avec 15,58% des intentions de vote. Après la divulgation de ces résultats, c'était l'explosion de joie dans les 2 équipes, alors que les partisans de Nabil Karoui parlent d'une préparation législative du deuxième tour et d'une alliance possible avec d'autres partis politiques. Du côté de Raïd Saïd, on parle d'aucune alliance avec aucune famille politique, mais on invite simplement les Tunisiens à rejoindre le mouvement pour changer la Tunisie. Je vous propose d'écouter le porte-parole de Nabil Karoui, M. Abdelaziz Belkhoj, et le grand finaliste de ce premier tour, M. Raïd Saïd. Eh bien, ça a été dur. Il y a eu 2 heures de retard par rapport à l'annonce, ce qui prouve qu'il y a eu beaucoup de pression pour essayer d'invalider le résultat et faire passer d'autres candidats. Mais en fin de compte, l'ISI, l'instance constitutionnelle chargée des élections, a résisté à toutes les pressions, ce qui est vraiment à son honneur et ce qui montre que la Tunisie est en voie vers vraiment une démocratie, vers la véritable démocratie. Il n'y a pas d'alliance entre des partis politiques ou avec un parti ou une coalition de partis. Il y a un projet. Celui qui veut y adhérer est libre de le faire. Celui qui veut une autre alternative ou suivre un autre chemin. Emmanuel Macron est à Rome aujourd'hui. Le chef de l'État français doit rencontrer le Premier ministre italien à la tête d'un nouveau gouvernement de coalition sans le sulfureux Matteo Salvini. Après plus d'1 an de report compliqué entre Paris et Rome, les 2 dirigeants vont tenter de relancer leurs relations diplomatiques. Emmanuel Macron est de retour à Rome pour une visite éclair de quelques heures. Objectif de ce déplacement, recoller les morceaux entre les 2 pays. Une relation qui n'a fait que se dégrader au cours des 14 mois de la coalition entre la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio. En mars dernier, Salvini va même jusqu'à ironiser sur un retour de la Joconde en Italie. J'annonce au président du Conseil que nous sommes en train de travailler avec l'ambassadeur français pour récupérer la Joconde. Comme ça, ce sera plus pratique pour nous de la voir.
Elle sera à portée de main. Je rigole bien sûr, on n'a pas besoin d'autres crises internationales. Lors du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci en mai dernier, des musées italiens devaient prêter des peintures du maître au musée du Louvre. Devant l'opposition d'élus de la Ligue à ce projet, Léonard de Vinci allait devenir malgré lui le symbole des brouilles diplomatiques entre la France et l'Italie. Mais c'est surtout sur la question des migrants qu'Emmanuel Macron et Matteo Salvini se sont affrontés. En juin 2018, le président français dénonce le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie après son refus d'accueillir l'Aquarius et ses 629 migrants. De son côté, Salvini fustige l'hypocrisie de Macron. Vu que le président Macron, qui est au plus bas niveau historique de popularité dans son pays, passe son temps à faire la leçon aux gouvernements étrangers, le premier qui devrait faire preuve de sensibilité et de solidarité est le président français, en rouvrant la frontière à 20 000. Et cela peut être fait aussi bien demain matin. Le lendemain, Emmanuel Macron tacle les nationalistes européens. Il est clair qu'aujourd'hui, en effet, se structure une opposition forte entre nationalistes et progressistes. Et je ne céderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. Quand en février dernier, Luigi Di Maio apporte son soutien à des gilets jaunes, le Quai d'Orsay y voit une provocation et rappelle son ambassadeur à Rome, du jamais vu depuis 1940. Autre point de désaccord entre la France et l'Italie, les dossiers économiques comme la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Malgré l'opposition du mouvement 5 étoiles à ce projet, le Sénat italien a donné finalement son blanc-seing à cette ligne en août dernier. Depuis le départ de Matteo Salvini de la coalition au pouvoir, les positions de Paris et de Rome sur la question migratoire se rapprochent. Samedi dernier, l'Italie a autorisé le débarquement de 82 migrants sur l'île de Lampedusa. Reste à se mettre d'accord sur le mécanisme de répartition de ces migrants au sein de l'Union européenne. Les résultats définitifs des élections législatives anticipées en Israël sont attendus dans quelques heures. Ce deuxième scrutin en 5 mois révèle déjà le nouvel échec de Benjamin Netanyahou à obtenir une majorité. Le premier ministre israélien sortant et son principal rival sont au coude à coude. L'ancien chef d'état-major qui appelle à la formation d'un gouvernement d'union. Il n'y aura pas de coalition et il ne peut y avoir de gouvernement qui s'appuie sur des partis arabes antisionistes. Les partis qui nient l'existence même d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Les partis qui exaltent et louent les terroristes assoiffés de sang qui assassinent nos soldats, citoyens et enfants. Dans les prochains jours, nous organiserons des négociations en vue de constituer un gouvernement sioniste fort et empêcher un gouvernement antisioniste dangereux. À partir de ce soir, nous entamerons les négociations. Nous agirons pour former un large gouvernement d'union qui exprimera la volonté du peuple. Bien entendu, nous attendrons les résultats finaux. Mais il semble que nous ayons accompli notre mission et que nous l'ayons fait à notre façon. L'Iran refute toute responsabilité dans l'attaque des sites saoudiens. Le président iranien a lancé un avertissement à Riyad. Le président français affirme la solidarité de la France avec l'Arabie saoudite et sa population face à ces attaques. Le ton monte encore d'un cran entre Téhéran et Washington. Pour Téhéran, les États-Unis sont dans le déni s'ils pensent que l'Iran est derrière l'attaque des installations pétrolières saoudiennes. Déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif sur Twitter. Depuis que des drones ont ciblé de sites majeurs du pétrolier Saudi Aramco en territoire saoudien ce samedi, une attaque revendiquée par les rebelles yéménites, les États-Unis pointent du doigt l'Iran. Mike Pompeo a d'ailleurs annoncé qu'il se rendrait en Arabie saoudite pour préparer la riposte américaine. Une escalade jugée inquiétante côté français. En déplacement en Caire, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a appelé à la plus grande prudence en l'absence d'éléments de preuve. Non, la France ne dispose pas de preuves lui permettant de dire ces drones sont venus de tel ou tel endroit. La seule chose que je dis avec force, c'est que la France dit, c'est qu'il faut une stratégie de désescalade dans la zone. Et que tout acte qui irait contre cette désescalade serait un mauvais acte pour la situation dans la région. Et je pense que l'initiative saoudienne d'essayer d'établir les faits est une bonne initiative.
La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite donne, elle, raison à l'administration Trump. Pour elle, les armes utilisées lors des 2 attaques proviendraient bien de la République islamique. L'enquête initiale indique que les armes utilisées dans l'attaque sont iraniennes. Les résultats de l'enquête seront immédiatement rendus publics dès qu'ils seront terminés. Les drones n'ont pas, contrairement à ce que prétendaient les Houthis, décollé du Yémen. Les Houthis ne sont qu'un outil entre les mains des gardiens de la révolution islamique. Outils qu'ils utilisent pour atteindre leur objectif dans la région. Côté Alliance Atlantique, on accuse également l'Iran, coupable selon le patron de l'OTAN de déstabiliser l'ensemble de la région. Nous suivons la situation de très près et nous appelons toutes les parties à empêcher de telles attaques, car elles pourraient avoir des conséquences négatives pour l'ensemble de la région et nous sommes extrêmement inquiets du risque d'escalade. Nous sommes inquiets face à ce que nous voyons, notamment en provenance de l'Iran. L'Iran soutient différents groupes terroristes et est responsable de la déstabilisation de l'ensemble de la région, ainsi que du programme de missiles iranien. L'Iran ne devrait jamais être capable de développer des armes nucléaires. Conséquence directe de ces tensions, la chute de la production de pétrole saoudien. La moitié de cette production est actuellement à l'arrêt. Pour autant, Riyad annonce un retour à la normale pour la fin du mois et une poursuite du processus d'introduction en bourse d'Aramco. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.